Oh mon Dieu, mon fils ne respire pas. S'il vous plaît, aidez-moi. Il ne respire pas. Il n'était tout simplement pas conscient. D'accord. Avez-vous les ambulanciers en route en ce moment? Êtes-vous juste là avec lui? Oui, monsieur, je suis juste ici. Certains criminels pleurent au tribunal. D'autres implorent la clémence. Mais ensuite, certaines femmes ne montrent aucun remords, souriant, riant ou restant impassibles, alors que leurs crimes horribles sont exposés. Du cas glaçant de Cynthia C. aux gestes horribles de Pearl Fernandez, ces femmes ont commis des crimes brutaux et leur absence d'émotion a perturbé des communautés entières. Commençons. Quelqu'un devait l'arrêter. Je l'ai fait. D'accord. Donc, est-il mort? Il doit être mort. Vous pensez qu'il est mort? J'espère que oui. Le 11 février 2014. Cynthia Sietabaka, âgée de 66 ans, a passé sa journée dans un restaurant, un casino et un café, souriant, comme si de rien n'était. Mais derrière son apparence calme, elle cachait un secret glaçant. Un secret d'une attaque brutale qui allait dévaster sa famille. Ce matin-là, Cynthia et Jawad Estaquio, son gendre, étaient seuls chez lui, se préparant à assister à un concours d'orthographe pour sa fille. En se préparant, Jawad fit une remarque sévère sur la tenue de Cynthia, lui disant de se changer. Ce moment sembla pousser Cynthia à bout. Elle monta à l'étage dans son petit espace de vie, connu sous le nom de Granny Flat, et prit un revolver 38 calibre et redescendit. Sans hésitation, elle tira sur Jawad 5 fois dans le jardin. Mais il ne mourut pas. Luttant pour survivre, il essaya de ramper pour rentrer dans la maison. Au lieu de s'arrêter, Cynthia alla à sa voiture, rechargea son arme et revint. Elle tira 5 autres coups. Jawad était toujours en vie, essayant désespérément de s'échapper. Cynthia rechargea encore une fois et tira 5 autres coups. Au total, elle tira 15 fois avec 12 balles qui l'atteignirent. Leur voisin entendit les coups de feu et appela le 911. Oh, un autre coup de feu. Je l'entends. Encore un. Encore 3, d'accord. Après avoir tué son gendre, Cynthia ne montra aucun signe de remords. Au lieu d'appeler la police, elle alla prendre le petit déjeuner dans un Denny's local. Puis, elle passa du temps à jouer dans un casino avant de se rendre à son café préféré, où elle fut finalement arrêtée. Lors de l'interrogatoire, elle dit aux autorités que Jawad avait été impoli envers sa fille, Laura Salinas, et ses petits-enfants pendant 13 ans. Elle prétendit qu'elle ne pouvait plus les voir souffrir et qu'elle avait pris les choses en main. Son avocat de la défense a soutenu que Cynthia avait craqué après avoir été témoin de maltraitance pendant des années. Il a exhorté le jury à envisager une accusation moindre, l'homicide involontaire, au lieu de meurtre au premier degré, mais les procureurs voyaient les choses différemment. Ils ont soutenu que les actions de Cynthia étaient froides et calculées. Elle a rechargé son arme 2 fois et s'est assurée que Jawad était mort avant de partir profiter de sa journée, comme si de rien n'était. Tout au long du procès, elle rit car elle n'a aucun regret pour son acte. Un jury a déclaré Cynthia coupable de meurtre au premier degré. Elle a été condamnée à 50 ans de prison à perpétuité. D'accord, donc, à la prochaine fois, peut-être. La fille de Cynthia, Laura, qui venait de perdre son mari aux mains de sa mère, était déchirée. C'est une tragédie. J'aime ma mère. J'aimais Jawad. Il n'y a pas de victoire ici. C'est juste une tristesse totale. Mais la famille de Jawad voyait les choses différemment. Sa sœur a dit « Je décrirai mon frère comme une personne entièrement dévouée à sa famille. Personne ne pourra jamais lui enlever son esprit vibrant, son amour pour la famille ou son rire. Ceux-ci vivent dans nos souvenirs aujourd'hui. » Mon frère, en tant que personne profondément dévouée à sa famille, définitivement un mentor pour moi, est une personne très généreuse. Juste une lumière guide pour moi. Même dans la tragédie, il y avait différentes perspectives. Certains voyaient Cynthia comme une protectrice, tandis que d'autres la voyaient comme une meurtrière. Mais aux yeux de la loi, justice avait été rendue. L'acte impitoyable et horrible de Cynthia Sietabaka a consterné. Notre prochain cas a pris un tournant bizarre. Supposons que si un témoin clé d'un meurtre n'était pas une personne, mais un oiseau. Comme si ce cas n'était pas assez bizarre, il prend un autre tournant. C'était assez incroyable. Il continuait encore et encore, la même chose, et cela ressemblait à 2 voix différentes. Glenna et Martin Durham semblaient en être un couple ordinaire vivant à Sound Lake, Michigan. Ils étaient ensemble depuis des années, partageant une maison et une vie, jusqu'à ce qu'en 2015, quelque chose de terrible se produise. Martin Durham a été retrouvé mort chez eux, abattu de 5 balles. Au début, cela semblait être un mystère tragique, mais bientôt la vérité choquante allait être révélée, de manière tout à fait inattendue, grâce à leur perroquet, Bud.
Cette nuit-là, le calme de la maison des Durham a été brisé par le bruit des coups de feu. Lorsque la police est arrivée, elle a été confrontée à une scène glaçante. Martin gisait sans vie, son corps criblé de balles. Non loin de là, Glenna respirait encore, une blessure par balle à la tête. Cela ressemblait à une tentative désespérée de mettre fin à ses jours, mais contre toute attente, elle a survécu. Alors que les enquêteurs s'efforçaient de reconstituer ce qui s'était passé, la famille de Martin a remarqué quelque chose d'étrange. Leur perroquet, Bud, avait commencé à répéter une phrase encore et encore. « Ne tire pas ». Selon un ornithologue, il est courant que les perroquets africains imitent les voix des gens. Le perroquet répétait les derniers mots de Martin avec sa voix, ce qui est devenu une pièce clé de l'évidence dans l'affaire. Alors que les enquêteurs cherchèrent des réponses, ils ont découvert une preuve glaçante. Des lettres de suicide écrites par Glenna elle-même. Les mots sur le papier peignaient un tableau sombre. Il semblait qu'elle avait prévu que tout demeure cette nuit-là. La raison ? Une dispute houleuse à propos d'argent, une lutte qui pesait sur leur mariage depuis bien trop longtemps. Mais le destin en avait décidé autrement. Alors que Martin a perdu la vie, Glenna a survécu. Lorsqu'elle s'est finalement rétablie, quelque chose était troublant. Glenna Durham n'a pas été immédiatement inculpée après l'incident en raison d'une grave blessure à la tête qu'elle a subie lors de la fusillade. Cependant, alors que la preuve du perroquet imitant les derniers mots de Martin devenait claire, l'enquête a révélé que la fusillade était un homicide. Ce n'est que des mois plus tard que des accusations de meurtre ont été portées contre elle, et l'ensemble du processus a pris 2 ans pour être achevé. Son comportement froid pendant le procès a fait frissonner la famille de Martin, qui avait déjà enduré 2 années douloureuses d'attente pour la justice. Pour eux, son silence parlait plus fort que n'importe quel mot. L'affaire a été jugée, et après une journée de délibération, Glenna a été reconnue coupable de meurtre au 1er degré. Bien que le perroquet n'ait jamais été officiellement utilisé comme preuve, ces mots glaçants ont renforcé la conviction de la famille quant à sa culpabilité. Glenna a été condamnée à la prison à vie. Elle n'a montré aucune émotion, aucun chagrin, aucun signe de remords. 2015, avant de retourner l'arme contre elle-même. Elle a survécu, cependant. L'affaire a attiré l'attention nationale car le perroquet du couple, Bud, était le seul témoin. Quant à Bud, le perroquet qui a peut-être tout vu, il vit maintenant avec l'ex-femme de Martin, Christina Keller. Martin était marié à Christina avant son mariage avec Glenna Durham. Ils continuent de parler, mais personne ne sait vraiment ce qu'il se souvient de cette nuit tragique. L'affaire Durham montre comment un perroquet répétant des mots glaçants fournit des éléments de preuve inattendus. L'histoire suivante révèle comment la jalousie prend la vie d'une femme. Vous êtes ici pour un mandat en ce moment, je suppose. Êtes-vous au courant de ce qui se passe? Je n'en ai aucune idée. Vous êtes menotté devant le centre-ville d'Austin. C'était incroyablement... Dans la nuit du 11 mai 2022, quelque chose de terrible s'est produit à Austin, Texas. La cycliste professionnelle, Anna Marie Mo Wilson, a été découverte inconsciente dans la maison d'un ami. Au début, personne ne savait qui aurait pu faire une telle chose. Mais bientôt, tous les regards se sont tournés vers une personne. Kathleen Marie Armstrong, une instructrice de yoga et agent immobilier. Mo Wilson s'était rendue au Texas pour une course à Heiko. Quelques heures avant d'être tuée, elle a retrouvé son ami Strickland pour une baignade à Deep Eddy Pool et a ensuite dîné. Ensuite, Strickland l'a déposée chez son ami et est parti. C'était la dernière fois que quelqu'un voyait Mo Wilson vivante. Peu avant 22 heures, l'ami de Mo est rentré chez lui et l'a trouvée allongée sur le sol, saignant de plusieurs blessures par balle. Elle avait été touchée à la tête et à la poitrine, et selon l'autopsie, certains tirs ont été effectués alors qu'elle était déjà au sol. Au début, la police n'avait aucun suspect, mais des images de sécurité près de la scène du crime ont révélé un Jeep noir, Grand Cherokee, arrivant à l'emplacement de Wilson quelques instants avant le meurtre. Ce Jeep appartenait à Kathleen Armstrong. Lorsqu'elle a été interrogée par la police, Armstrong a refusé de répondre. Au lieu de cela, elle a levé les yeux au ciel lorsqu'on lui a posé des questions sur la relation de Strickland avec Wilson. La police avait son principal suspect, mais en raison d'un problème technique avec un mandat non lié, ils ont dû la laisser partir, et c'est à ce moment-là qu'elle a disparu. Armstrong savait que la police était sur sa piste, alors elle s'est enfuie. Utilisant le passeport de sa sœur, elle s'est enfuie au Costa Rica, où elle a essayé de commencer une nouvelle vie. Elle a teint ses cheveux, les a coupés courts, et a même subi une chirurgie esthétique pour changer son apparence. Elle a dit aux gens qu'elle avait eu un accident de surf pour expliquer les ecchymoses sur son visage. Ne sachant pas qu'elle était probablement morte depuis 45 minutes. Puis elle s'enfuit au Costa Rica, subit une chirurgie esthétique sur la plage,
enseignant le yoga, tandis que les Wilson essaient de recoller les morceaux. Pendant 43 jours, elle a réussi à rester cachée. Cependant, les US, Marshalls étaient déterminés à la retrouver. Ils ont placé une annonce sur Facebook cherchant un instructeur de yoga au Costa Rica et cela a fonctionné. Le 29 juin 2022, ils l'ont retrouvée dans une auberge et l'ont arrêtée. Après avoir été ramené au Texas, Armstrong a plaidé non coupable de meurtre au premier degré. Son procès a été retardé plusieurs fois, mais finalement, le 30 octobre 2023, il a commencé. En prison, en attendant son procès, Armstrong a fait un autre geste désespéré. Le 12 octobre 2023, elle a été emmenée à un rendez-vous médical en dehors de la prison. Alors que les officiers la ramenaient, elle a tenté de s'enfuir. Elle n'est pas allée loin. Après une courte poursuite, elle a été attrapée et ramenée en détention. L'ami de Wilson a dit « Je veux que vous sachiez que j'ai combattu pour Mo de toutes mes forces cette nuit-là. Je veux que vous sachiez que j'ai combattu pour Mo de toutes mes forces cette nuit-là. » Le 16 novembre 2023, après des semaines de témoignages, le jury a déclaré Kathleen Armstrong coupable de meurtre au premier degré. Elle a été condamnée à 90 ans de prison. Elle sera éligible à la libération conditionnelle après 30 ans, mais beaucoup croient qu'elle ne sera jamais libérée. La mère de Mo Wilson a dit au meurtrier de sa fille au tribunal « Vous avez tué son corps terrestre, mais son esprit est tellement, vraiment vivant, et vous ne pourrez jamais changer cela. » Son esprit est tellement, vraiment vivant. Wilson était une étoile montante dans le monde du cyclisme, aimée de beaucoup. Sa vie a été enlevée à cause de la jalousie et de l'obsession. Armstrong pensait pouvoir échapper à la justice, mais à la fin, elle n'a pas pu échapper à la vérité. Maintenant, elle passera le reste de sa vie derrière les barreaux, tandis que le monde se souviendra de Mo Wilson, non pas pour la façon dont elle est morte, mais pour la façon dont elle a vécu. Notre prochain cas explore une vérité glaçante. Quand l'amour devient mortel, des conséquences fatales surviennent. Mes enfants demanderont où est tante Gabrielle. Je ne savais pas comment leur expliquer où elle était. Par une froide nuit de novembre 2019, Gabrielle Arnold, âgée de 20 ans, venait de terminer son service dans un grand magasin à Detroit. Elle était enthousiaste à propos de l'avenir, de ses rêves de devenir infirmière diplômée, de son amour pour le softball à l'université du Michigan, Dearborn, et surtout la joie d'attendre son premier enfant. Mais cette nuit-là, alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture, tout a changé. Elle n'est jamais rentrée chez elle. Alors qu'elle marchait vers sa voiture, la nuit tranquille a été brisée par des coups de feu. Les échos se sont estompés dans le silence, laissant Gabrielle allongée sur le trottoir froid près de Pilgrim et Bentler Street. Elle avait été touchée par plusieurs balles. Lorsque les secours sont arrivés, il était trop tard. Sa vie, et celle de son enfant à naître, avaient été volées en un instant. La nouvelle de sa mort s'est répandue comme une traînée de poudre, atteignant sa famille de la manière la plus déchirante. La plus jeune de 4 sœurs, Gabrielle était leur vie, leur joie, leur petite fille. Maintenant, elle est partie. Les enquêteurs ont rapidement découvert un motif choquant derrière le meurtre. Gabrielle Brantley, une femme de 28 ans originaire de Southfield, avait été impliquée avec l'ex-petite amie de Gabrielle. Les autorités pensèrent que la jalousie avait alimenté sa rage. Les autorités ont témoigné qu'une femme ressemblant à Brantley avait tiré sur Gabrielle non pas une fois, mais 3 fois. Après une longue bataille juridique, Brantley a été reconnu coupable à la fin de... Le 5 janvier 2024 exactement. Désir le 5 janvier 2024. La famille de Gabrielle a affronté Brantley au tribunal alors qu'elle recevait sa sentence. La réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, pour meurtre au premier degré. Et 15 années supplémentaires pour avoir causé la mort du bébé à naître de Gabrielle. Dans leurs déclarations émouvantes, la famille de Gabrielle a exprimé leur chagrin et leur colère. Sa sœur aînée, Tiffany Arnold, a parlé de la douleur profonde qu'il ressentait chaque jour. « Notre neveu nous manque. Il est censé être ici. Mon fils n'a pas eu son cousin avec qui jouer, a-t-elle dit en larmes. » La déclaration de leur père était tout aussi puissante. « Aucune punition ne pourra jamais se comparer à la douleur et à la torture que vous nous avez infligées. Il n'y a pas de véritable justice. Seulement, l'incarcération pour un individu malade. Un monstre. » Même après avoir été condamné, Brantley a refusé d'accepter la responsabilité. Lorsqu'on lui a donné l'occasion de s'exprimer au tribunal, elle a affirmé qu'elle était innocente. Gabrielle et moi sortions beaucoup ensemble. Nous allions au bowling, au patinage, au cinéma et au restaurant. Je suis beaucoup de choses, mais une meurtrière je ne suis pas, a-t-elle dit. Mais le juge et le jury ne l'ont pas cru. Et l'ont condamnée à la prison à vie. Mais la prévenue n'a montré aucun remords pour son acte. En ce qui concerne le tribunal, le jury a pris la bonne décision et vous allez purger chaque jour que vous méritez.
La famille de Gabrielle ressentira toujours le vide laissé par son absence. Ils n'entendront jamais son rire, ne la verront jamais réaliser ses rêves, et ne rencontreront jamais l'enfant qu'elle était si impatiente de mettre au monde. À la place, il visita sa tombe, s'accrochant aux souvenirs et souhaitant la vie qu'elle n'a jamais pu vivre. La justice a peut-être été rendue, mais la douleur de perdre Gabrielle ne disparaîtra jamais. Notre prochain cas est encore plus troublant. Il ne s'agit pas de vengeance ou de jalousie. Il s'agit d'une cruauté inimaginable envers un enfant innocent. Elle peut changer son histoire autant de fois qu'elle le veut, mais la réalité est qu'elle a participé, elle l'a dirigé. Qui sait, je veux dire, elle a fait ce qu'elle a fait et elle savait mieux. Le 24 mai 2013, les secours se sont précipités vers un hôpital à Palmdale, en Californie, transportant le corps fragile d'un garçon de 8 ans. Ses blessures étaient si graves que les médecins avaient du mal à comprendre l'horreur qu'il avait endurée. Il s'appelait Gabriel Fernandez. Derrière des portes closes, sa mère, Pearl Fernandez, et son petit ami, Isuaro Aguirre, avaient transformé sa maison en un lieu de tourment. 2 jours plus tôt, il l'avait maltraité si brutalement qu'il avait perdu connaissance. Les luttes de Gabriel n'étaient pas cachées. Pendant 8 mois, des enseignants et d'autres personnes ont exprimé des inquiétudes concernant son bien-être aux travailleurs sociaux et aux forces de l'ordre. Éraflures, contusions et autres blessures étaient des signes clairs que quelque chose n'allait pas. Cependant, malgré ces avertissements, les responsables n'ont pas réussi à intervenir. Gabriel est resté dans la maison, et les défis auxquels il faisait face ont continué. Avant de vivre avec sa mère à Aguirre, Gabriel était pris en charge par son grand-oncle, et plus tard par ses grands-parents. Sa vie a pris un tournant difficile lorsque Pearl a récupéré la garde en 2012. À partir de ce moment-là, il a enduré beaucoup de difficultés, subissant des mauvais traitements constants et étant forcé de faire des choses qu'aucun enfant ne devrait jamais vivre. La nuit, il était forcé de rester dans un petit placard. Sa mère et son petit ami le traitaient méchamment, se moquant souvent de lui et lui causant du tort, Aguirre en particulier. Il semblait cibler Gabriel en raison de ses croyances personnelles sur le garçon. Le 22 mai 2013, la cruauté a atteint son paroxysme lorsque Gabriel a été puni simplement pour ne pas avoir rangé ses jouets. Cette fois, les blessures étaient trop graves. Il est devenu non réactif et Pearl a finalement appelé le 911. « Mon fils ne respire pas. » « Votre fils, quoi ? Il ne respire pas. » Il n'était tout simplement pas conscient. D'accord, avez-vous les ambulanciers en route en ce moment? Êtes-vous juste là avec lui? Oui, je suis juste ici. Les ambulanciers l'ont transporté d'urgence à l'hôpital, mais ses blessures étaient trop graves pour guérir. Il a été déclaré en état de mort cérébrale et est malheureusement décédé 2 jours plus tard. Son autopsie a révélé des signes de graves dommages et de négligence, montrant les épreuves qu'il avait endurées pendant longtemps. Pearl Fernandez et Isuaro Aguirre ont été arrêtés le lendemain de l'hospitalisation de Gabriel. Initialement, Pearl a été accusé de mise en danger d'enfant avec circonstances aggravantes, tandis qu'Aguirre a été inculpé de tentative de meurtre. Cependant, lorsque Gabriel est mort, les accusations ont été portées à meurtre au 1er degré, avec des circonstances spéciales de torture. Au procès, les procureurs ont décrit Aguirre comme le mal à l'état pur. Le jury était d'accord, et le juge a déclaré que la conduite était bestiale. Mais cela pourrait être faux, car même les animaux savent comment prendre soin de leurs petits. Il a été reconnu coupable et condamné à mort. Pearl, quant à elle, a accepté un accord de plaidoyer pour éviter la peine de mort. Elle a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, mais n'a montré aucune honte pour son acte odieux. La mère de Gabriel Fernandez, âgée de 8 ans, qui a été battue et torturée à mort en 2013, restera en prison. L'histoire de Gabriel est un rappel douloureux de ce qui se passe lorsque les appels à l'aide d'un enfant ne sont pas entendus. Sa mort tragique a secoué la nation, provoquant indignation et appel à la réforme des services de protection de l'enfance. Sa courte vie a été remplie de souffrances, mais sa mémoire continue d'inspirer le changement. Aucun enfant ne devrait jamais endurer ce que Gabriel a traversé. Son histoire ne doit jamais être oubliée. En l'honneur de Gabriel, les gens célèbrent son 18e anniversaire en souvenir. Ensuite, Sidney Powell, une affaire qui a choqué ceux qui lui étaient les plus proches, alors qu'un conflit familial a dégénéré en un acte de violence horrifiant. La maison qui autrefois rayonnait de chaleur et de rire était devenue un lieu de cauchemar, ses murs tachés par le souvenir d'un crime impensable. Sidney Powell, 23 ans, était assise dans la salle d'audience, son visage scellé par un acte qui avait brisé la paix tranquille d'Akron. Quelques années plus tôt, elle était une étudiante prometteuse, une jeune femme avec des rêves et des ambitions. Mais en mars 2020, tout a changé. Submergée par la rage, elle a attaqué sa mère, la frappant avec une poêle en fonte avant de la poignarder à plusieurs reprises. Sidney avait toujours eu des difficultés à l'école, et malgré ses efforts, elle a finalement été renvoyée de l'université.
Craignant de décevoir ses parents, elle a gardé cela secret, prétendant que tout allait bien. Elle a maintenu le mensonge, espérant arranger les choses avant qu'ils ne découvrent la vérité. Mais les secrets ont une façon de se révéler. Un jour, sa mère, Brenda Powell, a découvert la vérité. Spécialiste dévouée de la vie des enfants à l'hôpital pour enfants d'Akron, Brenda était connue pour sa gentillesse et sa compassion. Elle avait passé des années à aider les enfants et les familles à traverser des moments difficiles, offrant toujours soutien et compréhension. Lorsque Brenda a confronté Sidney, la peur l'a submergée. Ce qui aurait dû être une conversation honnête entre mère et fille s'est transformé en un moment déchirant qui a changé leur vie à jamais. Une dispute animée a dégénéré, et dans un accès de rage, Sidney a saisi une lourde poêle en fonte et a frappé sa mère. Mais Brenda ne s'est pas effondrée immédiatement. Elle s'est retournée, la douleur et le choc dans les yeux. Et c'est à ce moment-là que Sidney a fait un choix dévastateur. Submergée par la peur et la rage, elle a couru à la cuisine, a saisi un couteau et a attaqué dans une frénésie. Mais lorsque la rage s'est dissipée, la réalité a frappé durement. La maison autrefois chaleureuse et aimante semblait maintenant froide et sans vie. Sidney était restée figée, regardant l'horreur devant elle. Lorsque les enquêteurs sont arrivés, ils étaient stupéfaits. Les amis et la famille avaient du mal à comprendre ce qui l'avait poussé à un tel extrême. Au fur et à mesure que la vérité se dévoilait, il devenait clair que des émotions enfouies, des années de tension et un moment fatidique avaient conduit à une tragédie inimaginable. Un lien autrefois incassable avait été brisé à jamais. L'équipe juridique de Sidney a soutenu qu'elle souffrait de schizophrénie sévère. Ils ont affirmé qu'elle avait subi une rupture psychotique et n'était pas consciente de ses actes, plaidant pour un verdict de non-culpabilité pour cause de folie. Cependant, le jury n'était pas d'accord. Ils ont reconnu Sidney Powell coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre, d'agression criminelle et de falsification de preuves. Les procureurs ont soutenu qu'elle était pleinement consciente de ses actes. Malgré la tragédie, la justice devait être rendue. Lors d'une journée sombre au tribunal, le juge Kelly McLaughlin a condamné Sidney Powell à une peine de 15 ans à perpétuité. Lorsque le verdict a été annoncé, des larmes ont coulé sur son visage. Vous condamne à une peine indéterminée de 15 ans à perpétuité au département des corrections de l'Ohio. Bien que son équipe de défense envisage de faire appel, le jugement a apporté une clôture à beaucoup de personnes en deuil de la perte de Brenda Powell. Le cas de Sidney sert de rappel tragique de la façon dont des luttes cachées peuvent mener à des conséquences dévastatrices. Une mère a perdu la vie, une famille a été brisée, et l'avenir d'une jeune femme a été ruiné en un instant. Certains pensent que Sidney aurait dû recevoir un traitement de santé mentale au lieu d'une peine de prison, tandis que d'autres soutiennent que la justice a été correctement rendue, quelle que soit la perspective. Une chose reste claire. Brenda Powell était une mère aimée et un membre de la communauté dont la vie a été écourtée par une violence inimaginable. L'histoire tragique de Powell a laissé une nation entière dans l'incrédulité. Le prochain cas révèle un acte déchirant d'une mère que personne n'aurait pu prédire. Mon cœur et mon esprit sont consumés par le désespoir, la douleur, la tristesse, le chagrin, une angoisse incessante et un remords extrême. Le 18 avril 2019, Joanne Cunningham a appelé la police, signalant que son fils de 5 ans, A.J. Friend, avait disparu. Elle a affirmé l'avoir mis au lit la veille au soir, mais le matin, il avait disparu. Une recherche massive a été lancée à Crystal Lake, dans l'Illinois, attirant rapidement l'attention nationale. Au début, les autorités ont traité la disparition d'A.J. comme une affaire de disparition d'enfants ordinaires. Cependant, à mesure que les enquêteurs creusaient plus profondément, des incohérences ont émergé. La fouille de la maison familiale a révélé des conditions inquiétantes, des fenêtres cassées, de la saleté et une odeur insupportable. Mais le pire restait à venir. 6 jours après qu'A.J. a été signalé comme disparu, son père et son ami, Senior, ont finalement avoué. Accablé par la culpabilité, il a conduit les enquêteurs vers une zone désolée, à 10 miles de leur domicile. Là se trouvait A.J., dans une tombe peu profonde et enveloppée dans du plastique. La recherche était terminée, mais la sinistre vérité commençait à peine à se dévoiler. Une autopsie a révélé qu'A.J. avait subi un traumatisme crânien sévère. Les enquêteurs ont travaillé sans relâche pour reconstituer ses derniers moments, découvrant une réalité dévastatrice. Le 15 avril, A.J. a commis une simple erreur. Il a sali ses vêtements. Au lieu de le réconforter, sa mère lui a infligé une punition cruelle. Elle l'a forcé à prendre une douche glacée, où il grelottait et pleurait. Au lieu de l'envelopper dans des vêtements chauds ou de le border dans son lit, elle l'a envoyé dormir, froid, mouillé et seul. Au matin, A.J. n'était plus. Sa courte vie, marquée par la souffrance, avait pris une fin tragique. La douloureuse vérité a assuré que son histoire ne serait jamais oubliée. Sa souffrance n'était plus silencieuse, et la justice était enfin en marche. Cunningham a été arrêté et accusé du crime impensable d'avoir pris la vie de son propre fils.
Lorsqu'elle s'est présentée devant le juge, elle a admis ce qu'elle avait fait. La salle d'audience était silencieuse, alors que le juge parlait de l'agonie et de la souffrance que le petit Haji avait endurée. Il avait vécu une vie remplie de négligence, de peur et de mauvais traitements de la part de la personne qui était censée l'aimer et le protéger le plus. Malgré tout, la prévenue a pleuré au tribunal, disant qu'elle souhaitait pouvoir ramener Haji à la vie. Mais ces mots ne pouvaient pas effacer les années de mauvais traitements ni la fin tragique qu'il avait subie. Le juge, insensible à ses larmes, a clairement indiqué qu'il n'y aurait pas de seconde chance. Elle a été condamnée à 35 ans de prison, garantissant qu'elle ne ferait plus jamais de mal à un autre enfant. Elle purgerait également 3 années supplémentaires sous libération surveillée et serait obligée de s'inscrire comme délinquante violente contre les jeunes. Au moment de la condamnation, des larmes coulèrent sur son visage, alors qu'elle réalisait ce qu'elle avait fait de mal. Je ne pourrai jamais justifier quoi que ce soit, ni même le vouloir. L'histoire d'Aijé est un rappel déchirant que chaque enfant mérite amour, sécurité et protection. Rien ne pourrait jamais effacer la douleur de sa vie courte et tragique. Les procureurs ont décrit la vie d'Aijé comme une vie remplie de misère. Il est né dans l'addiction. Sa mère a été testée positive pour la substance à la naissance. Les services de protection de l'enfance l'ont retiré, mais l'ont ensuite rendu à ses parents, croyant qu'ils avaient changé. Mais les mauvais traitements n'ont jamais cessé. L'histoire d'Aijé est un rappel poignant des dangers de la maltraitance des enfants et de la nécessité de protéger les enfants vulnérables. Bien que sa courte vie ait été marquée par la souffrance, sa mémoire nous appelle à agir pour qu'aucun enfant ne subisse le même sort. Notre prochain cas révèle comment une personne de confiance a trahi sa propre famille pour de l'argent. Je suis désolé, je ne suis pas sûr de pouvoir vous faire signer le contrat. Je suis désolé, je ne suis pas sûr de pouvoir vous faire signer le contrat. Je suis désolé, je ne suis pas sûr de pouvoir vous faire signer le contrat. Nomia Rosemary Ndlovu était une sergente de police respectée en Afrique du Sud. Elle est partie de débuts modestes, quittant sa maison à Bushbuck Ridge pour construire un avenir meilleur à Johannesburg. Après avoir rejoint le service de police sud-africain, ou SAPS, elle s'est été affectée au poste de police de Tembisa. Mais sous l'uniforme et le badge, elle cachait un secret glaçant. Elle était une tueuse de sang-froid qui a assassiné sa propre famille pour un gain financier. Entre 2012 et 2018, Ndlovu a méticuleusement orchestré les meurtres de 6 membres de sa famille et de son partenaire de longue date. Son motif était effroyablement simple. Elle voulait toucher les indemnités d'assurance vie et funérailles. Au fil des années, elle a empoché environ 1,4 million de rands, soit environ 93 000 $, grâce à ses décès, utilisant l'argent pour alimenter son addiction au jeu. Sa série de meurtres a commencé en mars 2012 avec son cousin Madala, témoin homo, qui a été retrouvé battu à mort. Son meurtre a rapporté à Ndlovu plus de 131 000 € en indemnité d'assurance. En juin 2013, elle a empoisonné et étranglé sa sœur, Audrey, collectant plus de 717 000 € de diverses polices. Ce même mois, sa nièce, Zanella Mota, a été brutalement battue à mort, lui rapportant un supplément de 119,840 ou 190,140 $. Mais Ndlovu n'en avait pas fini. En octobre 2015, son petit ami et le père de son enfant, Maurice Mabassa, a été retrouvé à Olderfontein, avec 76 coups de couteau. Son meurtre lui a rapporté un autre, 131 000 €, en réclamation d'assurance. 2 ans plus tard, en avril 2017, son neveu, Mayani Mabassa, a été assassiné juste un jour après l'avoir rencontré. Sa dernière victime connue était Brilliant Meshago, son neveu et le fils de sa sœur assassinée, Audrey. Il a été vu vivant pour la dernière fois en sa compagnie le 22 janvier 2018. 2 jours plus tard, son corps a été retrouvé à Bushbuck Ridge. Pendant 6 ans, Ndlovu a trompé les enquêteurs et les compagnies d'assurance. Mais en 2018, son règne de terreur a pris fin lorsqu'elle a poussé ses crimes un peu plus loin. Elle a tenté d'engager des tueurs à gages pour incendier sa sœur Joyce et ses 5 enfants à l'intérieur de leur maison. Cette fois, cependant, les hommes qu'elle a contactés étaient des policiers infiltrés. Pendant son procès, elle s'est effondrée, réalisant qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Les officiers l'avaient enregistrée en train de donner des instructions détaillées sur le crime horrible, scellant ainsi son destin. En 2021, Nomia Rosemary Ndlovu a été jugée pour ses crimes. Les preuves contre elle étaient accablantes. Elle avait ciblé sa propre famille, des personnes qui lui faisaient confiance et l'aimaient, uniquement pour de l'argent. Le tribunal l'a reconnue coupable de 6 meurtres, ainsi que de fraude, de tentatives de meurtre et de complot en vue de commettre un meurtre. Elle a été condamnée à 6 peines de réclusion à perpétuité concurrente pour les meurtres, plus 30 ans supplémentaires pour ses crimes. J'ai donc imposé la peine suivante à l'accusé. L'accusé est condamné à la réclusion à perpétuité pour chaque chef d'accusation. L'histoire de Nomia Rosemary Ndlovu est celle de la cupidité et de la trahison. Elle voyait sa propre famille comme rien de plus que des chèques de paie, laissant la dévastation dans son sillage.
Des familles ont été déchirées, des enfants ont perdu leurs parents, et la confiance a été brisée au-delà de toute réparation. Son cas est un rappel glaçant que parfois les plus grandes menaces viennent de ceux en qui nous avons le plus confiance. La poursuite impitoyable de la richesse par Rosemary à travers le meurtre est glaçante. Le prochain cas explore comment les mensonges peuvent mener à une tragédie insondable. Soyez trouvés. Une femme ce matin sur le bord de la route, et son bébé a été retiré de son corps. Et puis, vous apparaissez avec un bébé. Par un matin tranquille d'octobre 2020 à New Boston, Texas, Regan Simmons. Hancock, une jeune mère, était à la maison avec sa fille de 3 ans, attendant avec impatience l'arrivée de son deuxième enfant. À 35 semaines de grossesse, elle n'avait aucune idée qu'une amie, Taylor Parker, était sur le point d'arriver avec un plan glaçant. Taylor avait passé des mois à prétendre être enceinte, à falsifier des échographies, à organiser une fête de révélation de genre et à convaincre tout le monde qu'elle attendait un enfant. Mais il y avait une faille majeure dans son plan. Il n'y avait pas de bébé. Alors que ses mensonges commençaient à se défaire, son désespoir grandissait et elle a eu recours à des mesures extrêmes pour rendre sa tromperie réelle. Ce qui aurait dû être un matin paisible s'est transformé en tragédie, modifiant à jamais la vie des personnes impliquées. Dans le calme de sa maison, Taylor, poussé par un motif troublant, a lancé une attaque violente contre Regan, causant une douleur inimaginable. L'enquête s'est déroulée. La fille de 3 ans de Regan jouait à proximité, inconsciente de l'horreur qui se déroulait autour d'elle. Malgré la force et le courage de Regan, elle et son bébé à naître n'ont pas pu survivre à l'épreuve. Heureusement, sa fille est restée indemne. Après avoir volé le bébé, Taylor s'est enfuie à toute vitesse, essayant de faire croire qu'elle venait d'accoucher. Elle a rapidement été arrêtée pour conduite erratique. Lorsque les agents se sont approchés, ils ont vu un nouveau-né sur ses genoux, mais quelque chose n'allait pas. Le cordon ombilical semblait sortir de son pantalon, une tentative maladroite de simuler une naissance récente. Elle a été emmenée à l'hôpital, où les médecins ont rapidement découvert la vérité. Il n'y avait aucune preuve que Taylor avait accouché, et le bébé n'était pas le sien. Pendant ce temps, chez Regan, les autorités ont découvert la scène de crime horrifiante. Après le procès, la mère de Regan, Jessica Brooks, a déclaré « Maintenant, nous pouvons arrêter de pleurer ». Elle a décrit comment sa fille était encore en vie, se battant pour son bébé, tandis que Taylor l'attaquait brutalement. Un lourd fardeau semble levé. Je sens que maintenant, nous pouvons commencer à essayer de guérir. Nous n'avons pas cela. Au-dessus de nos têtes. Nous savons où elle va être. Nous savons où elle est. Les procureurs ont révélé les mois de tromperie de Taylor, montrant comment elle a manipulé ceux qui l'entouraient pour leur faire croire à sa fausse grossesse. Même le mari de Regan, Homer Hancock, a admis que Taylor était en quelque sorte une amie. Elle avait même pris leurs photos de mariage et de fiançailles. Malgré l'argument de la défense selon lequel la famille et les amis de Taylor auraient dû remarquer les signes de sa fausse grossesse, le jury n'a montré aucune pitié. Étant donné la nature horrible du crime, ils l'ont condamnée à mort. Taylor est devenue émotive en entendant sa sentence, mais elle a dû faire face aux conséquences de ses actes. Regan était une mère aimante, une épouse et une amie qui a fait confiance à la mauvaise personne. Le fait que sa fille était à la maison pendant le crime rend la tragédie encore plus profonde. Un mari a perdu sa femme, une petite fille a perdu sa mère, et un bébé n'a jamais pu prendre son premier souffle. Taylor Parker est maintenant dans le couloir de la mort, attendant la punition ultime pour son crime odieux. De la vengeance calculée aux crimes alimentés par la jalousie et l'obsession, ces femmes n'ont montré aucun regret pour leurs actions horribles. Mais à la fin, la justice a prévalu. Leurs victimes peuvent être parties, mais leurs souvenirs perdurent. Dans notre prochaine vidéo à l'écran, nous plongerons plus profondément dans des cas encore plus terrifiants et les sentences qui ont laissé le monde incrédule.